Coucou les petits michous, je vous retrouve pour une vidéo. Est-ce qu'elle est tant attendue? Je ne sais pas. Mais je vous ai présenté il y a pas très longtemps sur la chaîne mon top 10 en fantasy, il sera juste là si vous souhaitez le voir. Et je me suis dit qu'on allait du coup s'attaquer à mon top 10 de romance puisque je vous l'avais suggéré et vous êtes très nombreux à m'avoir dit oui Kimi on veut ton top 10. Du coup je l'ai préparé et comment vous dire que je... Premièrement je me rends compte qu'il y a genre beaucoup de Hugo. En même temps à tout bien d'y réfléchir, c'est vrai qu'en romance je lis vraiment beaucoup de Hugo, pour ne pas redire encore une fois beaucoup. Donc finalement ça me permet de voir un petit peu aussi mes habitudes de lectrice, tout comme les tropes que je préfère, et vous allez voir que je crois que la préférée de toutes c'est les romances universitaires. Voilà. Allez on va du coup couper le suspense ici, on commence décrescendo donc avec mon numéro 10 comme ça, oui c'est bien Kim. Et j'ai donc glissé No Rules de Anita Higgins aux éditions Addictive. C'est une romance que j'ai lue à un petit moment, durant peut-être presque mes débuts en tout cas en tant que lectrice. C'était une lecture commune que j'avais réalisée avec mon amie Soli de Librement Addict et elle, spoiler, elle avait vraiment pas apprécié pour le coup. Donc quoi, même sur une lecture commune, il peut vraiment y avoir deux poids deux mesures puisque moi j'avais vraiment adoré. Romance universitaire donc, hein, très étonnant, avec comme particularité le fait qu'il y ait justement un groupe prédominant, c'est ce qu'on appelle ici la meute. Et ils ont vraiment tout un tas de règles et tout un tas de codes que je pourrais qualifier de vraiment bizarres sur certaines choses. Et en effet, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iris et clairement, elle est vraiment pas intéressée par tout ça. Mais forcément, elle a tapé dans l'œil dans l'une des personnes les plus importantes de la meute. Et là, il y a toute l'initiation puisque toutes les personnes qui souhaitent y rentrer le peuvent en passant différentes épreuves. Et malgré elle, Iris va se retrouver un petit peu embarquée dans tout ça avec le fameux Tucker qui, croyez-moi, même si c'est le leader, il la laissera pas passer toutes les épreuves parce que bon, faut pas déconner, pour certaines d'entre elles, il est bien trop possessif. Comme je vous dis, j'avais vraiment adoré, je m'étais éclatée dedans et mon dieu, c'est vrai, mais il avait oublié, mais il était dédicacé. C'était les éditions Addictives qui m'avaient contacté pour le recevoir et tout. Je me souviens, il y avait une box et mais genre waouh, ok, génial. Je m'en souvenais pas. J'avais mis reçu le 28 septembre en service de presse, mais en 28 septembre de quelle année ma grande, t'aurais pu le mettre quand même. Mais pour le coup, c'est une romance universitaire que j'ai grandement appréciée. Tucker, c'est vraiment ce macho, ce mal alpha, bien que c'est le style d'homme dont toutes les barrières et tous les préjugés vont tomber face à Iris. Et si je me souviens bien, Iris elle a un sacré background également. Of course, Tucker cache aussi pas mal de secrets et l'un et l'autre vont finalement très bien se trouver une fois que leurs barrières communes vont tomber. J'avoue que No Rules ainsi que le spin-off c'est les seuls que j'ai lus de l'autrice et pourtant j'en ai d'autres dans ma pile à lire, d'autres qui m'intriguent, donc il faut vraiment pas que je lâche le morceau avec Anita Higgins. Pour tous les amoureux de romans, c'est un duo d'autrices absolument incontournable et j'ai donc décidé de glisser ce qui nous rend vivants des Emma Green, encore une fois aux éditions Addictives. J'ai lu une autre saga de ce duo d'autrices bien que je n'ai pas lu l'entièreté de celle-ci, il me manque le 3e tome et c'est donc la trilogie The Boy on Fire avec un côté secte etc. J'ai beaucoup hésité à le mettre aussi pour tout vous dire, mais j'ai une toute petite préférence je pense pour celui-ci parce que on est sur un côté très médical, très Grey's Anatomy si vous connaissez un peu la référence, avec une romance entre deux jeunes gens qui se sont appréciés dirons-nous durant les études, se sont grandement chamaillés si on peut dire les choses ainsi et vont devoir se retrouver à travailler ensemble après tout ceci. Encore une fois, les romances qui fonctionnent le mieux c'est les romances où les personnages sont bel et bien développés et leur passif est assez intéressant, prenant et poignant je dois le dire. Autant parce que la jeune femme n'arrive pas à faire le deuil de sa maman et surtout la relation avec son papa est assez désastreuse. Et pour le jeune homme, disons que sa famille, il y avait pas mal de petits soucis et en tant qu'aîné, c'est lui qui a beaucoup de responsabilités et qui essaye de gérer tout ça du mieux qu'il peut pour ne pas inquiéter sa maman qui, il me semble, est malade. Je pense qu'on est encore sur une valeur sûre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autrices parce qu'il y a que des femmes, hein. Je ne suis pas sexiste, c'est juste je fais en fonction de mes lectures qui reviennent assez souvent, enfin ce sont vraiment des autrices à suivre je pense. Une saga que j'ai commencé que très récemment mais elle a déjà glissé quoi, 7ème marche du podium, genre tranquille. Il s'agit de Rebel University de Alfreda Henry ainsi que Alicia Garnier aux éditions Hugo. J'ai lu à l'heure actuelle les 2 premiers tomes mais ça vous ne le savez pas encore sur YouTube dans la mesure où le deck lecture sortira à la fin du mois de mai. Alors est-ce que c'est étonnant si je vous dis qu'on est sur une romance universitaire? Je ne crois pas. Et j'avoue que ça fait partie des romans où la rencontre entre les protagonistes est la plus extraordinaire et la plus drôle qu'il soit, dans la mesure où notre jeune femme va rencontrer ce fameux hockeyeur parce qu'il va lui foncer droit dessus à poil, la percutant pendant que elle est en train de coller des affiches, chose qui est complètement interdite. Donc bon, tomber sur le cucu d'un parfait jeune homme qui se prend pour Dieu parce que en tant que quarterback et en tant que divinité au corps sublime, hein, il ne se sent plus faire pipi le monsieur. Et le tome 2 c'est encore un autre dynamisme, un autre schéma. Et vraiment c'était très dur, j'ai hésité aussi avec la saga des dieux du campus que j'aime énormément d'un autre duo d'autrices qui est Eve Vestier et Phoenix Beacher. Et j'aime pas faire des choix vraiment, j'avais tellement envie de vous mettre les deux genre en mode one life, on ne choisit pas ici. Mais j'ai essayé d'être vraiment
vraiment dans le truc en me disant ok, place numéro 6, numéro 5, etc. Enfin, vous avez compris la chanson. J'ai hâte de poursuivre, j'ai pas mal de lectures obligatoires pour le mois de mai et lorsque ce sera chose faite, que j'aurai un petit peu de temps pour moi, j'ai tellement envie de dévorer de romances puisque je l'ai très peu fait pour le moment en 2024 et ça me manque parce que c'est un genre que j'apprécie également beaucoup. Est-ce qu'un top de romance fonctionnerait sans l'incontournable autrice internationale Brittany C. Cherry? Bon, je sais pas compter parce qu'en fait l'autre il était à la 8ème place, c'est lui le 7ème. J'ai donc laissé à la 7ème place London and Chai, le premier tome chez Hugo. Cette saga est un spin-off d'un tome unique que je vous présenterai sûrement un peu plus tard dans la vidéo. Et clairement on est sur deux imbéciles qui se détestent mais genre corps et âme. Et ils vont faire un petit pari l'un et l'autre à savoir lequel des deux va tomber amoureux en premier de l'autre. Voilà. Je dois vous dire que c'est un petit peu des gamineries, mais bon, des gamineries qui passent très bien et que j'ai vraiment apprécié. Sauf qu'en amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis et plus on en sait sur la personne, plus on gratte la surface, plus on tombe sur ses secrets inavouables et ce que la personne souhaite conserver à tout prix, qui rend du coup la chose très compliquée puisque les sentiments vont vouloir bien trop s'inviter dans la fête. J'avoue que les deux m'avaient assez intriguée dans l'autre livre du coup, parce qu'ils étaient vraiment là et en mode ils se détestent et genre ils se balancent des piques et du sarcasme à tout va. Franchement c'était super fun à lire. Et c'est un peu la même vibe que j'ai retrouvée ici, sans pour autant que ça ait dépassé l'autre roman. C'est pourquoi j'ai pas forcément beaucoup m'attarder sur celui-ci, mais j'avoue que ouais, Brittany C. Cherry, je crois que ça fait partie des autrices vraiment phares pour moi. Il y a pas un roman que je n'ai pas aimé, bien qu'il y en a que j'aime un petit peu moins, voilà, mais je pense que c'est normal. J'ai plus qu'à dévorer toutes ces sagas. Est-ce que vous pensez réellement que j'allais vous faire un top sans vous glisser, selon moi, je crois, mon numéro 1 en romance universitaire, sérieusement? J'ai nommé Les Campus Drivers de C.S. Quill chez Hugo. Alors non, je suis pas à jour et c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire qu'en fait l'autrice elle a publié 2 autres tomes compagnons, à la base c'était pas du tout prévu et par contre la trilogie, mais je l'ai bouffée en même pas une semaine, je l'ai éclaté, voilà, j'ai vraiment éclaté. La particularité de cette romance universitaire c'est qu'en fait il y a des Campus Drivers, ce sont donc des mecs qui se sont rassemblés, ils ont tous de super belles bagnoles et ils les proposent un peu comme un système de Uber sur le campus universitaire parce qu'il est super grand. Et les 3 tomes vraiment ils sont tellement différents dans les relations et dans les personnalités. Le tome 1 je dirais que c'est celui-là qui est peut-être un petit peu plus classique par rapport à d'autres. Le tome 2 mais il était genre excellent. C'est le mec qui va demander à une nana de lui montrer comment séduire une autre nana. Mais genre forcément elle va se faire avoir dans le jeu quoi. Mais c'était vraiment incroyable. Et le tome 3 c'est la jeune femme qui est vraiment intriguée et qui est passionnée parce que l'on peut de base attribuer un petit peu plus aux hommes, c'est-à-dire que dans les pourcentages il y a plus d'hommes qui sont fans par exemple de voitures ou plus d'hommes qui vont peut-être se fighter de manière générale que de femmes. Et ben elle rentre dans cette catégorie là et du coup elle était vraiment hyper originale, pleine d'énergie, très punch, très mordante, enfin bref, c'est très dur pour moi de vous donner un tome parmi les 3 parce que les 3 sont très différents et se complètent énormément. Et pourtant j'ai pas encore lu d'autres C.S. Quill, il y a qui notamment un autre roman qui est sorti, mais enfin je la regarde, je la suis assidûment sur les réseaux tout, enfin franchement elle m'a fascinée avec cette saga que j'ai bouffée, excusez-moi pour les termes, mais qui sont quand même vrais. En 5ème position, alors je n'en ai pas mis d'autres, mais j'ai glissé une poquito romance de Noël. Et celle qui m'a le plus convaincue de tout ce que j'ai lu, c'est Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Pocket. La magie de cette histoire et ce qui en fait une comédie romantique de Noël, c'est qu'en fait vous allez avoir un homme et une femme, ils vont en fait se croiser, ils vont avoir ce regard l'un pour l'autre mais genre très magnétique, mais ça va se faire au moment d'une descente dans un bus etc, donc en fait ils vont se perdre de vue mais il y a quelque chose qui est passé dans ce regard qui fait que la jeune femme va le chercher mais pendant des années va remuer ciel et terre et ne va jamais le retrouver, jusqu'au jour où 10 ans plus tard sa meilleure pote lui montre son petit copain et en fait c'est ce mec. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. Ah là, je m'en souviens. Oh, j'étais là genre je lisais mais je voyais rien, c'était trouble. Je faisais non, pas ça, non. Je vous jure, un sketch. Vous voyez ce genre finalement de comédie romantique qui peut paraître hyper téléphoné où vous voyez à des années-lumière ce qui va se passer, toutes les péripéties mais également la finalité de l'histoire, mais que comme un bleu vous vous faites prendre au jeu systématiquement. Et bah clairement c'était ça. Ah mais vraiment j'ai adoré, voilà, j'ai complètement kiffé. Je sais que depuis je me suis acheté un autre Josie Silver que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais il y a des livres sur lesquels on peut pas s'exprimer, genre c'est une alchimie, on a conscience qu'il y a des trucs téléphonés, que ça peut parfois être des choses vues et revues dans les comédies romantiques, les codes sont quand même assez similaires, ah mais des fois ça match. On sait pas ce qui s'est passé avec ce titre là plus qu'un autre, mais clairement ça a matché, genre full match avec moi. Un roman que j'ai découvert cette année, une duologie, et une autrice également que j'ai découvert assez récemment, et j'avoue avoir été genre
transportée, mais en même temps genre c'était effroyable à lire. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo. J'ai évidemment dans la foulée lu la suite que j'ai énormément appréciée parce qu'elle concerne mon personnage favori. Mais pour ce premier tome, je préfère vous donner un trigger warning qui est extrêmement important. On est sur des violences conjugales. Donc attention à vous par rapport à ce sujet, c'est quand même très dur à lire. En fait, on a ce regard où on se dit c'est peut-être qu'une fois, c'est peut-être un accident. En fait, on arrive à se mettre à la place de la victime parce qu'elle est extrêmement bien dépeinte et franchement, ça vous prend aux tripes. C'est-à-dire que la première fois, c'est un espèce de petit excès de colère et il réagit un petit peu virulemment d'un coup d'un seul, ce qui est assez surprenant puisqu'il ne l'a jamais fait. Et on se dit, enfin, c'est juste, il maîtrise pas ses émotions, quoi. Finalement, on se prend au truc avec la nana, alors que clairement, dans notre tête, il y a quand même une petite voix qui dit c'est pas normal. Et petit à petit, en fait, l'espèce de petite mouche qu'elle est se fait prendre de plus en plus dans cette toile d'araignée, dans la mesure où les sentiments sont présents et d'autres choses, je peux pas vous en parler, qui fait que plus on essaye de bouger sans sortir, plus on est mêlé dedans et c'est très très compliqué. Vraiment, ça a été éprouvant à lire, mais en même temps, je suis très reconnaissante d'avoir pu lire cette histoire. Ça m'a permis d'avoir ce regard qui, je pense, est très similaire aux personnes qui souffrent de violences conjugales. C'est assez fiable parce qu'il me semble qu'il avait écrit quelque chose à la fin qui explique que, alors je sais plus si c'est l'autrice qui en a souffert ou un de ses proches, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. J'espère ne pas me planter en vous disant ça. Mais ouais, enfin ça m'a retourné. Sachez qu'en tout cas, voilà, les choses évoluent, on comprend un petit peu mieux tout ça, et qu'il y a également un autre protagoniste masculin dans l'histoire. C'est pas un triangle amoureux, c'est pas ça. Mais pour moi, il est vraiment la lumière de ce livre, et je l'ai énormément aimé, ce mec. Donc bon, ça y est, je vous ai enfin écouté, j'ai enfin lu celui-ci. Je crois que le prochain qu'il faut que je lise et qui est très très réputé également, c'est Maybe Someday. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir mon top 3? Attention, roulement de tambour. Alors si vous me connaissez, vous devez savoir déjà lesquels sont là. Et clairement, j'ai mis en 3ème position la saga des McCoy de Alexiane Thiel chez Hugo. On est sur des romances contemporaines qui se déroulent en Écosse, mais avec les codes des clans claniques de l'époque. Donc autant vous dire le côté assez misogyne, la place de la femme qui n'est rien, les hommes au pouvoir, les gardes-clans, etc. Et c'était mais genre tellement incroyable. Alors oui, j'ai pas fini la saga et je veux pas la finir, c'est genre horrible. Il me reste deux bébés livres à lire, genre 2 comme ça. Et clairement, je suis pas prête. Je pense que même si j'en suis là où j'en suis, mon préféré restera du coup le couple du tome 1 et du tome 2. Celui de l'ogre et du chardon, c'est-à-dire que dans le premier tome, il y a eu des choses pas faciles, on a commencé à s'attacher au personnage et la révélation de la fin, mais elle m'a éclaté au sol, faut le dire. J'avais du coup enchaîné directement avec le tome 2 qui, alors encore une fois, je me suis fait balader dans tous les sens, etc. La finalité du tome 2, j'étais là genre en mode waouh, ok, d'accord, on en est là quoi. Et en plus, c'est une autrice que j'ai rencontrée et c'est genre, vous voyez, c'est ces auteurs un peu bonbons, genre trop mignons et genre qui vous regardent avec des petits yeux qui pétillent, qui sont trop mignons. Et elle avait demandé à la personne qui l'accompagnait pendant le repas, genre en mode tu crois vraiment que Kimi va venir et tout, mais je... C'est vraiment trop bon mon petit cœur d'artichaut, mais c'est vraiment une autrice en or adorable et qui a fait une saga hyper qualitative. Je vous la recommanderai toujours celle-ci, bien qu'il y ait des trigger warnings, hein. Je préfère quand même vous dire, c'est pas tout mignon, tout paillette licorne, on est sur des codes de clan clanique. Je répète, mais sait-on jamais. En numéro 2, j'ai nommé un des romans qui m'a fait le plus chialer en romance, à part le numéro 1 donc. Il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, du coup chez Hugo. C'est le roman dont je vous faisais mention lorsque je vous expliquais que la saga London and Shine est un spin-off de celle-ci. Et c'est une histoire, mais qui m'a... Vous avez du coup 2 jeunes gens qui s'aiment, qui tombent amoureux, c'est trop mignon de les voir ainsi. Mais en fait la vie va pas être clémente, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais les parents vont devoir déménager, ils vont donc se séparer. Et ils se retrouvent bien des années plus tard parce que elle va devenir la nounou pour ses enfants. En effet, il est devenu veuf. Et vous voyez déjà un petit peu les tropes et les trigger warnings qui peuvent apparaître, les thématiques genre hyper importantes. Je veux dire le deuil, la maladie, il y a tellement de choses comme ça qui sont dures et éprouvantes. Il y a même des mots qui sont dits par les enfants mais qui m'ont... ça m'avait complètement retourné et je crois que rien que d'en parler, bah je pourrais me mettre à pleurer parce que vraiment c'était... En fait t'as envie de lui faire un gros câlin et t'as envie de lui dire que ça va aller et que non faut pas penser comme ça, c'est pas normal et c'est pas ta faute, etc. Et waouh quoi, c'était... Ouais, c'est mon bébé, c'est mon petit préféré de Brittany C. Cherry. Et si je me dis que l'émotion est là pour celui-là, je suis très mal barrée pour le premier du top 10. Mais vraiment, selon moi, s'il faut retenir un Brittany C. Cherry, c'est celui-ci qui est magnifique, reconstruction, deuil. C'est une femme qui sait divinement bien écrire en romance. Enfin, moi, je suis amoureuse toujours. Et celui-ci, c'est mon petit bébé. Je vais vous présenter celui-là qui m'a dévastée. Celui dont j'ai fermé le livre à ce passage et que j'ai été comme un enfant
fois me blottir dans les bras de mon chéri parce que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'un câlin. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo, encore et toujours. La lecture a été pas éprouvante, c'est-à-dire qu'il y avait des trigger warnings, j'étais au courant de tout ça, etc. On a une jeune femme qui vient de perdre une personne de sa famille, qui doit du coup aller dans sa maison pour pouvoir la vendre et elle veut pas y retourner parce qu'il y a beaucoup de souvenirs dans cette ville qui sont vraiment mauvais. Elle a vécu des choses terribles, disons-le, et y retourner pour elle c'est une épreuve, mais finalement elle le doit à sa famille, à cette personne avec laquelle elle tenait et qui n'est plus. Et en fait lorsqu'elle va arriver là-bas, il va y avoir un ténébreux, énigmatique, voisin, qui a une petite... Il est tatoueur je crois d'ailleurs le voisin. Et de fil en aiguille, ils vont quand même nouer une certaine relation. Et même si lui il a quand même un passif, je veux pas le négliger. Elle, les traumatismes qu'elle a vécu cette femme, ça m'a... Waouh, ça m'a retourné. Que ce soit... Enfin, le fait de mettre des mots dessus, d'en parler, déjà c'est dévastateur. Et quand on voit les conséquences que ça a, même si elle estime, entre guillemets, avoir fait son deuil, avoir tourné la page et tout, on va très vite se rendre compte que ce n'est pas le cas parce qu'elle va faire des choses en rapport avec ça. Qu'une personne qui a véritablement tourné la page et qui n'a pas été choquée, chamboulée psychologiquement parlant ne ferait pas quoi. Et qu'elle fasse tout ça et j'ai dit là genre non, genre je peux pas vous dire mais je lisais ce passage et j'étais là genre je voulais l'arrêter, je voulais arrêter ce qui se passait, ouais c'est... Ouais, il y a des très gros trigger warnings, c'était très dur à lire sur ce passage-là. La psychologie est extrêmement bien développée et je pense que c'est ce qui fait que c'est autant prenant. Le protagoniste masculin, pour moi, il est un véritable pilier dans cette histoire, bien qu'il n'ait pas tout vu et c'est normal. Enfin, on peut pas tout voir, on peut pas tout comprendre quand on rencontre une personne depuis peu et c'est complètement humain. Mais c'est une histoire où il y a beaucoup de règlements de compte, d'acceptation, de tentatives de deuil de certaines choses. C'est bouleversant, c'est dur à lire, franchement c'est profond, c'est dur à lire. Mais je suis heureuse d'avoir fait cette expérience de lecture-là, bien que préservez-vous parce que pas pour tout le monde, ça peut vraiment vous chambouler. Moi j'avais aucun problème de base avec les trigger warnings énoncés, en tout cas celui-là, et pour autant, enfin il m'a... Voilà, vous avez compris. Que voulez-vous? On a des reines de romance en France. Des hommes, je suppose qu'il y en a. Je crois que je n'ai pas fait de lecture de romance écrite par des hommes et ce n'est aucune critique de ma part, vraiment. C'est juste que je sais pas. En fait, je regarde les titres, je regarde les synopsis, je regarde pas si c'est un auteur, une autrice ou une personne non binaire. Vraiment, enfin, c'est pas ça qui va faire que oui ou non je vais craquer sur un titre. Mais voilà mon numéro 1. Ça y est les Kimichou, j'ai donc terminé de vous présenter mon top 10 de romance. Comme vous avez pu le constater, quand on est arrivé vers le haut du panier, les émotions étaient quelque peu présentes. J'espère qu'elles ont été bien contrôlé. Ça a été un peu moins dur à faire cette sélection que pour la fantasy, mais je me dis qu'à l'avenir j'aimerais bien découvrir des romances écrites par des hommes et ouvrir un petit peu plus mon champ de vision quant aux romances. Je suis très cantonnée, visiblement addictive et encore plus Hugo. Alors c'est vraiment des autrices que je veux continuer à suivre et il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres maisons d'édition, voire également à des auteurs auto-édités parce que je crois que je n'en ai encore jamais lu et c'est bien dommage, moi qui veux vraiment soutenir l'auto-édition. N'hésitez pas à me dire si on a des titres en commun, si vous avez vraiment genre une grosse pépite à me recommander en commentaire s'il vous plaît, je veux vraiment découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et en attendant la vidéo de dimanche qui sera donc une FAQ, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!